Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo assez traditionnelle de fin début d'année puisque je vais vous parler de mes lectures préférées pour l'année 2021. 2021, surtout dans sa première moitié, donc je dirais de l'hiver jusqu'à l'été, a été une année très riche pour moi niveau lecture. Alors je pense que 2020 reste une meilleure année dans l'ensemble, mais disons qu'en 2021, j'ai pu continuer à découvrir toute une panoplie d'auteurs et d'œuvres d'origines différentes. J'ai pu continuer à découvrir des littératures de différents pays que je n'avais jamais lues auparavant, donc j'en sorte plutôt satisfaite. Pour l'année 2022, j'espère tout simplement réussir à avoir plus de temps pour caser mes lectures, puisque ces derniers mois, j'avoue en avoir beaucoup souffert pour différentes raisons personnelles, et c'est vrai que je sens vraiment que la lecture c'est une passion qui est finalement très importante dans ma vie, et j'espère pouvoir continuer à me plonger dans des œuvres et avoir cette satisfaction de réussir à atteindre mes objectifs de lecture. Donc je vais vous présenter ici 7 livres, je crois que ça représente à peu près 10% du coup de mes lectures, puisque j'ai dû lire environ de 70 à 80 livres, 70 pour les français. Et je vais tout de suite commencer avec la pastorale américaine de Philip Roth, dont j'avais déjà parlé en vidéo. J'en ai déjà parlé sur Instagram et je vais essayer de résumer ici assez brièvement du coup pourquoi j'ai adoré cette lecture. Lecture que je ne pensais pas aimer très franchement, parce que j'avais beaucoup d'appréhension sur Philip Roth, et ce qui est paradoxal c'est que certaines choses qui m'avaient été dites sur cet auteur, notamment par rapport à la représentation des femmes, se sont avérées tout à fait vraies, et pourtant dans le cas de ce livre, des choses qui m'auraient dérangée ailleurs m'ont beaucoup plu. Enfin, elles m'ont pas plu elles, mais disons que la pastorale américaine m'a vraiment séduite. On va suivre ici un personnage qui est un homme qui a plus ou moins tout réussi dans sa vie, qui a une fille qu'il adore, avec qui il a une relation d'abord très positive, et cette fille va devenir une terroriste. Cela se passe dans les années 60 aux États-Unis. Elle va rejoindre différents groupes d'extrême gauche, être la mandataire d'un attentat qui va causer la mort de plusieurs personnes innocentes, et à partir de ce moment-là, forcément la vie de cet homme va être complètement bouleversée, et c'est un ancien ami de lycée qui va le retrouver, qui va essayer de retracer un petit peu son histoire et de comprendre ce qui s'est passé pour que la vie de cet homme qui vivait entre guillemets le rêve américain, pourquoi cette vie a été finalement détruite. Donc bien évidemment qu'il s'agit d'une déconstruction de ce fameux rêve américain, et de pourquoi ce rêve n'est qu'un mirage, et de pourquoi ce rêve peut facilement tourner au cauchemar. J'ai trouvé ça très intéressant. Philip Roth utilise toujours très clairement des éléments en partie autobiographiques, puisque l'identité juive américaine joue un très grand rôle dans cette œuvre, notamment par rapport à la construction de la famille, à la pression familiale, à toute une idée d'héritage et à toute une idée de réussir dans une société qui continue d'une certaine façon à être discriminante. Il y avait vraiment toute cette noirceur également de l'humanité, toute cette thématique de l'autodestruction qui est très bien explorée, et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que cela montre à quel point des choses terribles peuvent arriver sans qu'il y ait réellement de raison derrière, puisque cet homme va continuellement aller chercher les raisons derrière les causes derrière cette perte de sa fille, et il ne va jamais les trouver. J'ai trouvé ça psychologiquement très fin, même s'il y aurait plein de choses négatives très honnêtement à dire pour le coup sur la représentation des femmes, qui sont quand même perçues comme des succubes à plusieurs moments de ce roman. N'empêche qu'objectivement, j'ai vraiment ressenti cette lecture comme un coup de poing. Il y a plusieurs moments qui m'ont vraiment touchée, et après la lecture, j'ai pas arrêté d'y penser pendant plusieurs jours, donc elle m'a beaucoup marquée. J'ai lu d'autres livres de Philip Roth entre temps, et je n'ai pas du tout eu le même ressenti. Ça a été plutôt des bonnes lectures, et pour l'instant, la pastorale américaine, je ne sais pas exactement pourquoi, elle reste très... Enfin, ça reste de loin ma meilleure lecture de cet auteur. Donc voilà, également une surprise et une manière de découvrir cet auteur américain très célèbre. Ensuite on reste dans la littérature américaine, puisque 2021 ça a été l'année où j'ai découvert Joan Didion, une très grande dame qui est malheureusement décédée il y a quelques semaines. Donc j'en profite également pour lui rendre un petit peu hommage, puisque j'ai lu cette année Blue Nights, en français c'est les nuits bleues, c'est traduit assez littéralement. Joan Didion a un style très particulier, elle a un petit peu son style à elle.
qui est marquée par une forme très journalistique. Elle a quand même écrit principalement de la non-fiction, qu'elle a ensuite appliquée à une forme d'écriture de soi, une forme autobiographique. Et dans Blue Night, elle va parler de la perte de sa fille, Quintana Roo, qui est décédée alors qu'elle avait, elle avait tout juste 40 ans, qui est décédée très brutalement alors qu'a priori c'était une femme plutôt en bonne santé. Fille avec laquelle elle avait quand même une relation particulière puisque Quintana avait été adoptée lorsqu'elle était petite. Et Joan Didion, elle va à travers plusieurs chapitres quand même assez courts retracer des moments qu'elle a vécu avec sa fille de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et réfléchir justement à comment cela a pu impacter leur relation et comment justement cela va également influencer la façon dont Didion elle-même a réagi à ce deuil quand même très violent, très brutal. Et donc c'est une réflexion plus large tout simplement sur la perte familiale et sur comment essayer du moins à combler à ces moments très tristes et très traumatisants. Je trouve vraiment qu'elle a une plume à la fois minimaliste, mais disons que tous les mots qu'elle utilise vont être toujours très calculés et on sent qu'elle fait très attention à la façon dont elle dit les choses, ce qui est normal pour un écrivain, vous me direz, mais on a vraiment l'impression que chaque phrase a été méticuleusement écrite et réécrite, qu'elle réfléchit à des moments spécifiques du coup de sa vie et de la vie de sa fille qui peuvent paraître anodins mais qu'elle va vraiment aller chercher, ce qui fait que rien n'est anodin dans notre vie, tout est toujours tout est finalement construit sur une base de couches qui révèlent différentes relations, différents moments, différentes étapes psychologiques très particuliers. Donc c'est également un assez bel hommage je trouve aux réalités de la vie humaine, puisque le deuil c'est une expérience que l'on va malheureusement tous et toutes connaître d'une façon ou d'une autre. Très belle lecture, je vous recommande vraiment de vous lancer dans Didion si vous ne l'avez pas déjà fait. Je pense qu'elle mérite d'être plus lue dans un environnement francophone et encore une fois vraiment une grande figure de la littérature américaine que nous avons malheureusement perdue en 2021. Autre lecture assez différente que j'ai beaucoup appréciée cette année, il s'agit de Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo, qui est au fait le premier volume d'une trilogie qu'elle a écrit sur son expérience à Auschwitz. Donc il s'agit d'un livre de l'écriture de la mémoire, ça va vraiment se concentrer sur son expérience à elle lors de sa déportation à Auschwitz. La particularité de cette œuvre, elle est plurielle. Alors tout d'abord c'est un très bon livre, il est écrit pas forcément de façon hyper descriptive, hyper linéaire, mais disons que Charlotte Delbo va encore une fois aller chercher plusieurs expériences qu'elle a vécues à Auschwitz, des expériences qui sont forcément traumatisantes, terribles, et elle va vraiment essayer de les capturer et d'expliquer pourquoi elles ont été très frappantes. Qu'est-ce qu'il y avait finalement qui faisait que ces moments l'ont particulièrement marqué, et surtout comment la mémoire, qui est forcément extrêmement traumatique dans ce contexte, est parfois fragmentée et parfois biaisée. Elle l'a écrit très rapidement après sa libération. Ce fait, elle a commencé l'écriture en 1946. Il n'a été édité que des décennies plus tard, puisque pendant longtemps ça a quand même été tabou de parler de l'Holocauste directement. Autre particularité, c'est que Charlotte Delbo a été parmi les premières françaises à être déportée, et pour le coup déportée à Auschwitz. Donc elle va également parler d'elle et de ses compagnes de déportation, et le titre y fait d'ailleurs allusion, c'est que dès le départ on va leur dire directement que vous ne reviendrez jamais et que vous n'aurez plus jamais aucun retour à une vie ordinaire et normale. Et on sent le paradoxe de Delbo, qui avait en quelque sorte fait le deuil de sa vie avant toutes les privations, toutes les violences, toute la mort et la torture quotidienne qu'elle va devoir supporter, et revenir sur ses expériences tout en ayant de nouveau une vie qui est entre guillemets ordinaire, mais qui ne l'est pas, puisque comment finalement revenir à une forme d'humanité après avoir vécu l'horreur des camps de concentration. J'aime beaucoup les livres qui parlent directement de l'Holocauste, parce que c'est une expérience tellement extrême et tellement irréelle, et je pense que cela interroge également sur les capacités de la littérature à rendre autant que possible ces moments. J'avais déjà lu plusieurs auteurs qui étaient principalement masculins, et c'était la première fois vraiment que je lisais une femme sur ce genre de sujet, et je trouve qu'il y avait quand même quelque chose d'assez particulier sur l'univers
féminin des camps de la mort, autant au niveau des détenus qu'au niveau des gardes qui étaient elles-mêmes des femmes. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'aimerais beaucoup lire la suite, même si j'en ai pas encore eu le temps. Et vraiment, si vous voulez découvrir également cette période de l'histoire de façon un peu différente, puisqu'il y a des chapitres qui sont assez poétiques, il y a des chapitres qui sont assez flous au niveau de la temporalité, j'ai trouvé ça très puissant, très bien écrit. Et je ne peux que vous recommander de lire ce livre qui, je pense, pourrait être lu notamment dans un contexte scolaire. Donc voilà, excellente lecture tout en décrivant une réalité horrible. Une très bonne lecture de l'année 2021. Alors 2021, ça aurait été également l'année où j'ai lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui pourrait figurer dans cette vidéo, mais j'ai quand même préféré Mémoire d'une jeune fille rangée, ou en tout cas maintenant que j'y pense, c'est le livre qui m'a plus marqué. Le deuxième sexe, c'est excellent, hein, c'est vraiment une lecture qui est légendaire et qui est encore d'actualité aujourd'hui. N'ayez pas peur de vous retrouver avec des concepts démodés en lisant Le deuxième sexe, mais mon côté peut-être littéraire me fait pencher vers l'autobiographie et vers Mémoire d'une jeune fille rangée, qui va raconter la vie de Simone de Beauvoir de sa petite enfance jusqu'à l'agrégation. Elle aura plusieurs livres qui vont après parler du moment notamment où elle est devenue enseignante. Simone de Beauvoir qui naît dans un environnement social assez particulier puisqu'elle grandit à Paris dans une famille très bourgeoise, mais une famille également très désargentée. Donc elle a un statut social élevé tout en ayant des moyens financiers qui sont assez restreint, et bien souvent une famille qui a énormément de problèmes d'argent. Elle fréquente une école très bourgeoise, très catholique. Elle a des amis qui viennent d'un milieu social qui lui ressemble. Et toujours écrit à la première personne, on sent les réflexions de cette femme qui par la suite est devenue une grande figure de la gauche intellectuelle française vers cette jeune fille qui évolue dans un milieu qu'elle a volontairement quitté. À aucun moment cela ne m'a gênée au fait, le fait que Simone de Beauvoir soit bourgeoise. Je trouve qu'elle en était très consciente et qu'elle arrivait au contraire à réfléchir dessus rien qu'en écrivant justement cette autobiographie, et à justement réfléchir à plusieurs reprises à comment elle vivait recluse de la société de bien des façons, à quelle relation sa famille avait avec ses domestiques, à notamment son amitié avec Zaza, qui sans trop vous raconter va marquer sa vie à jamais, et également la position de la femme, puisqu'il y a tout un prisme féministe que l'on ressent déjà dans cette œuvre par rapport aux choses qu'elle a le droit de faire, de ne pas faire, à l'université qui arrive tardivement et qui est la première fois finalement où Beauvoir participe à un univers mixte, puisqu'elle a toujours été séparée des garçons. D'ailleurs, vers la fin du livre, elle rencontre déjà Jean-Paul Sartre. Donc ça permet finalement de décrire une époque qui... la bourgeoisie existe toujours, mais vous voyez ce que je veux dire, la bourgeoisie catholique du XXe siècle telle qu'elle est décrite dans cette œuvre de Beauvoir, elle n'a plus les mêmes codes qu'à l'époque. Donc c'est super intéressant du point de vue historique, c'est très bien écrit, Beauvoir maîtrise à merveille la langue, que dire, hein, on est vraiment pris dans une histoire, c'est très fluide, cela se lit très bien, on sympathise énormément avec cette jeune adolescente même si elle est privilégiée par bien des angles, et j'ai vraiment eu l'impression de partager quelque chose avec Simone de Beauvoir sans bien évidemment la connaître, bien qu'elle soit décédée depuis maintenant 40 ans pratiquement, et j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans son intimité, et je pense que le succès d'une bonne autobiographie, c'est justement ça, c'est de réussir à rentrer dans l'univers d'un auteur avec beaucoup de facilité. Autre lecture, cette fois-ci un recueil de nouvelles de Sadek Hedayat, 3 gouttes de sang. J'en avais encore une fois pas mal parlé, et lorsque je réfléchissais justement à cette vidéo, je me rendais compte que je me souvenais encore de cette lecture assez clairement, et qu'elle m'avait beaucoup marqué, qu'elle m'avait également donné envie toujours de continuer à lire plus d'œuvres d'Hedayat, puisque c'est la seule que j'ai lue. 3 gouttes de sang, c'est un recueil de nouvelles de cet auteur iranien, mais qui a longtemps vécu en France, qui a traduit des œuvres du français vers le perse. J'ai trouvé ça absolument génial. Si vous aimez Maupassant, si vous aimez Lovecraft, si vous aimez Poe, si vous aimez Baudelaire, vous allez aimer ce recueil, vous êtes obligé de l'aimer, puisque ce sont des nouvelles
teinté de fantastique mais surtout très noir qui nous place dans la société iranienne du début du XXe siècle avec des personnages sans aucun scrupule. Je pense que le trait commun de ces nouvelles c'est qu'elles vont toutes aller explorer des traits terribles chez l'homme, la cruauté, la torture, la vengeance, la mort, tout ce que vous voulez. Vraiment ce sont des nouvelles impitoyables où les traits les plus terribles de l'humanité sont décrits. C'est peut-être ce qu'il a en commun d'ailleurs avec Maupassant. Si vous n'aimez pas la cruauté animale, il y a quand même peut-être une nouvelle qui risque de vous mettre très 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 mal à l'aise, puisque il y a vraiment des passages qui sont durs à lire, mais quelle psychologie fine des personnages en très peu de pages. Edaye qui réussit à nous mettre dans un univers qui est complètement différent du nôtre, à des époques complètement différentes, de façon très convaincante. J'ai à aucun moment ressenti un problème à comprendre la culture qui m'était présentée, même si je connais très mal l'Iran et la littérature de ce pays, mais vraiment génial, intelligent, bien construit, cynique. Tout ce qui me plaît généralement dans la littérature. Donc j'étais ravie de pouvoir retrouver et réfléchir encore une fois à ce recueil de nouvelles. Et si vous voulez quelque chose qui en plus se lit plutôt facilement, puisque ce sont des nouvelles quand même très courtes, n'hésitez pas à découvrir de la littérature iranienne en commençant justement par Hedayat. Ensuite, autre lecture que j'ai fait pour le coup cet été d'un livre un peu plus gros, il s'agit de L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kivirak, auteur estonien. J'en avais parlé récemment dans ma dernière vidéo. Très très bonne lecture qui m'avait été recommandée à plusieurs reprises sur Instagram. Techniquement c'est du réalisme magique et normalement je déteste le réalisme magique, mais j'ai adoré ce roman qui prend place dans l'Estonie du début du XIIIe siècle, à une période justement de clivage, puisque l'Estonie va rentrer de façon assez brutale dans le Moyen-Âge à cause des chevaliers teutoniques qui viennent et qui poussent les gens hors des forêts, les convertissent au christianisme, les mènent à l'agriculture. Et on est dans cet univers semi-fantastique puisque le personnage principal lui refuse de quitter les bois et est obsédé par le mythe de la salamandre qui est censée représenter l'âme guerrière de l'Estonie qui va venir bouter les envahisseurs et venger le pays. Donc il y a toute une mythologie estonienne qui est exploitée de façon très intelligente et intéressante. On découvre finalement les liens qui existent encore aujourd'hui mais très particuliers entre les pays baltiques et la forêt, qui reste un univers extrêmement important. J'ai trouvé que c'était bien écrit. En plus il est vraiment traduit très joliment par moi je vais chercher son nom, voilà, Jean-Pierre Minaudier, qui se spécialise dans les langues rares, notamment dans l'estonien, qui a une grammaire très particulière, rempli d'actions. D'ailleurs c'est un livre très facile à lire, hein, franchement c'est à la limite du roman d'aventure. Donc c'était passé à merveille et en même temps j'ai trouvé que le propos ne souffrait absolument pas de cette facilité de lecture, au contraire que cela était très philosophique et très poétique à la fois. Donc une réussite dans l'ensemble pour de la littérature plutôt contemporaine. Ensuite, j'étais quand même obligée de le mentionner pour terminer cette vidéo. J'ai lu Ulysse de James Joyce. J'aimerais beaucoup faire une vidéo dessus de pourquoi j'ai lu Ulysse de James Joyce et pourquoi j'ai finalement adoré cette lecture. Odyssée littéraire. On se retrouve plongé dans une journée, il y a Dublin, avec principalement deux personnages que l'on va suivre à travers plein de moments différents. Donc c'est une journée mais c'est extrêmement dense. Dans une journée vous allez tout avoir, hein. Vous allez avoir des moments dans des pubs, vous allez avoir un enterrement, vous allez avoir les mentions d'un accouchement, les rues de Dublin le matin, un bordel, de l'alcool, plein de choses qui se passent et qui mettent en parallèle les aventures assez rocambolesques de ces personnages avec Ulysse. D'ailleurs toutes les comparaisons avec l'Odyssée sont très bien tissées puisqu'il y a à chaque fois des thèmes, des personnages, des motifs musicaux qui reviennent et qui font référence explicitement à l'Odyssée. Lecture quand même ardue, sans le cacher. Moins pire que ce que je pensais mais qui mérite
quand même des lectures de notes, des notes de la fin, à la fin du livre, tout simplement à cause des multiples références au nationalisme irlandais, qui est un autre thème très important de cette œuvre de Joyce à une époque où la République d'Irlande était très récente. Donc il faut quand même connaître un minimum le contexte culturel, mais c'est une œuvre polyphonique, c'est une œuvre très complexe, très profonde, qui pourrait être lue plusieurs fois et on continuerait d'y découvrir différentes choses. C'est extrêmement audacieux pour Joyce d'avoir écrit un livre de cette façon au début du XXe siècle. D'ailleurs, ça a un peu changé complètement le panorama littéraire anglo-saxon de l'époque. Donc une expérience de lecture, finalement, je pense qu'on se doit un petit peu de l'essayer. C'est comme avec la recherche du temps perdu de Proust, cela mène à certaines limites du langage et de la littérature. Une langue qui est parfois très compliquée, avec des expressions que Joyce a lui-même inventées, mais c'est un plaisir de se plonger. D'une certaine façon, j'y ai pris plaisir justement parce que c'est compliqué et qu'il y a un certain, disons, standard, un certain jeu qui se met en place avec le lecteur qui va chercher à comprendre. Et des fois on comprend, mais assez souvent quand même on doit accepter que l'on ne va pas tout comprendre du premier coup dans Ulysse de James Joyce. C'est quand même pas Finnegan's Wake, puisque Finnegan's Wake, plusieurs personnes pensent qu'on ne peut juste... Enfin, qu'il est juste incompréhensible dans une grande partie, en grande partie incompréhensible. Mais très très bonne lecture et je suis contente d'avoir finalement pris le temps de le lire avec une certaine lenteur en continuant, enfin en analysant des passages, en lisant des œuvres secondaires à ce sujet. Ça a été un réel plaisir et si je dois faire une prochaine lecture de Joyce, ce serait A Portrait of an Artist as a Young Man, qui décrit le personnage de Dédalus qui est également présent dans cette œuvre. Donc voilà, quand même il faut être motivé pour se lancer dans la lecture d'Ulysse, mais si une fois vous avez du temps et de l'envie, n'hésitez pas et vous verrez que ça peut être un réel plaisir de lecture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc vidéo bilan que j'aime bien faire en fin d'année. Ça me permet quand même moi-même de réfléchir à ce que j'ai lu et à ce que j'ai aimé, pas aimé. Il n'y a pas vraiment eu de lecture catastrophique en 2022, donc je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo sur les lectures que je n'ai pas aimées, puisque c'est quand même un grand classique qui revient assez souvent. J'ai en tout cas très envie de faire une vidéo un petit peu plus approfondie sur Ulysse et quelques conseils de lecture qui pourraient peut-être vous intéresser, je ne sais pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très bonne année 2022, j'espère pouvoir continuer à faire des vidéos sur YouTube et à continuer à créer du contenu littéraire, à participer à plein d'initiatives ici et sur Instagram. Cela me fait toujours plaisir, cela me motive. N'hésitez pas à partager également vos meilleures lectures de l'année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite encore une fois une très bonne année.